Yaorana Kaohanoui et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Les enfants sont l'avenir. En tant qu'adultes, c'est à nous de veiller à leur bien-être et justement, plusieurs structures du Fénois travaillent chaque jour à leur offrir un cadre sécurisé, sécurisant, des activités épanouissantes et du réconfort quand parfois la vie devient difficile. Entre accueil, accompagnement, sport ou loisirs, beaucoup d'acteurs œuvrent au bonheur des enfants. Ça va être notre sujet d'aujourd'hui avec Charlotte Chaput, directrice de SOS Village d'enfants Yorana. Yorana. Nous avons aussi Meyana Bombridge, vice-présidente de la FOSE, la Fédération des organismes socio-éducatifs Yorana. Yorana. Et enfin Tina Liu, qui est organisatrice de la Saga Yorana. Yorana. Alors on va commencer déjà par SOS Village d'enfants. Charlotte, sur le papier, tout le monde connaît, mais est-ce que tu peux nous rappeler les missions de SOS Village d'enfants? Qu'est-ce que c'est cette structure? Alors, SOS Village d'enfants de Polynésie, c'est une association qui a été créée sur le territoire en 1993 et qui a pour mission principale d'accompagner des enfants qui ont été victimes de carences affectives, de carences éducatives, voire de maltraitance. Et ils nous sont confiés par le biais de la DSFE dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire. Notre accueil, il repose aujourd'hui sur plusieurs principes qui sont phares. C'est de permettre justement à ces enfants de grandir avec leurs frères et leurs sœurs autant que possible au sein d'une maison familiale avec la présence d'une éducatrice familiale qu'on appelle communément une mère SOS et qui va leur permettre de leur apporter de l'affection, des repères stables et de la sécurité. C'est des choses dont ils ont besoin. En face de toi, il y a la vice-présidente de la FOSE, donc Fédération des organismes socio-éducatifs. Est-ce que tu peux nous rappeler finalement de quoi s'occupe la FOSE? Je suppose que les missions sont assez proches finalement, c'est le bonheur des enfants. Alors le bonheur des enfants, oui, parce que la FOSE s'est créée en 2017. Et pourquoi est-ce que l'on a créé la FOSE? C'est pour rassembler les 15 foyers qui existent sur le territoire, qui font du H24, donc du pensionnat H24. Donc, il y a Village d'enfants, il y a Te Arunui, il y a tous les foyers de Emauta, enfin, tous les foyers qui existent, qui font de la prise en charge H24, non-stop, pour faire en sorte que l'ensemble de nos structures, de nos foyers, puissent avoir un fonctionnement identique, une prise en charge qui soit pas différente d'un foyer à l'autre quand on accueille le même type d'enfants, le même type de public, et puis faire avancer les choses, c'est-à-dire que nous sommes là pour que le système fonctionne, pour que les enfants ou les jeunes qui nous sont placés soient pris en charge dans les meilleures conditions. Ces meilleures conditions, c'est quoi? Parce que théoriquement, on voit à peu près ce que c'est, mais concrètement, c'est quoi les premiers besoins auxquels vous répondez, vous devez répondre? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est les besoins basiques? C'est normal, manger, dormir, etc. Alors, dans tous nos foyers, dans Village d'enfants, puisque Charlotte est ici présente, dans tous les foyers que l'on a, lorsqu'on nous confie des enfants, lorsque les enfants sont confiés au foyer, je vous rappelle que les enfants sont confiés par la justice à la DSFE et la DSFE nous les confie ensuite, eh bien, c'est d'abord penser les plaies affectives, psychologiques, éducatives, de mauvaise prise en charge, mauvaise nutrition. Donc, les premiers temps, par exemple, le foyer Te Arunui accueille les enfants en urgence. Donc là, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire avec une équipe d'éducateurs, de travailleurs sociaux, d'éducateurs surtout, qui accompagnent les enfants, prennent en charge. En fait, il faut répondre à l'urgence de la situation de l'enfant qui est en détresse. Et on a une équipe, on fait intervenir des psychologues. La nourriture est importante pour ces enfants, donc il y a une équipe qui en cuisine, qui voit les besoins. Ensuite, il y a la fête, il y a les anniversaires. Oui, c'est comme si c'était à la maison, mais en les prenant en charge avec on pense les plaies en fait. On pense les plaies affectives, psychologiques ou même physiques des enfants qui nous sont confiés. Et on voit en fait au fur et à mesure des jours qui passent, on voit des semaines qui passent, l'enfant qui se transforme
et qui devient un enfant plus joyeux, plus heureux. Donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que nos structures, le rôle de la FOSE, fonctionnent de cette manière et qu'il n'y ait pas de différence. Alors, ce qui est important, c'est tout ce cadre. Donc, on le disait, sécurisant, les activités qui sont épanouissantes. Et justement, en parlant d'activités, on termine notre tour de table avec Tina, la saga. Bon, tout le monde voit ce que c'est, la découverte de la voile et des autres activités annexes. Pourquoi c'est important dans ce cadre, sachant que vous travaillez avec certaines structures? Oui, alors donc la saga, elle existe maintenant depuis 32 ans, donc elle a débuté en 1993, Ah oui. donc 32 ans aujourd'hui. Donc la saga permet en fait aux enfants qui sont dans le milieu social à pouvoir se libérer, à pouvoir s'épanouir à la saga. Nous travaillons avec la DSFE, différents foyers du pays comme Teahonui, le Bon Pasteur, le SOS Village, la Fraternité chrétienne et bien d'autres foyers encore, et aussi avec quelques enfants du CE, des comités d'entreprise, un petit nombre d'enfants de comités d'entreprise, qui eux, ces enfants sont choisis donc selon des critères que la saga donc a souhaité les faire bénéficier. Donc, ce sont des enfants qui viennent du milieu social, qui ont besoin d'affection, d'amour. C'est ce que notre équipe partage avec tous ces enfants. Voilà, ce sont des enfants qui arrivent. Nous ne connaissons pas forcément leur histoire, leur passif. Donc, on sait très bien qu'il faut leur donner de l'amour, de la joie, de les sécuriser aussi. Ils ont besoin d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Et aussi, donc, l'activité voile permet à ces enfants-là de pouvoir oublier leur passé, de ce qu'ils ont vécu. Donc, voilà, donc pourquoi la saga existe encore aujourd'hui. C'est important ce que tu viens de dire, ce côté sécurisant finalement. Les deux termes sont importants. Comment est-ce qu'on fait pour offrir justement ce quotidien, Charlotte, sécurisé et sécurisant aux enfants? Eh bien, je pense que la sécurité, elle passe déjà par avoir un toit, un endroit où on peut se sentir chez soi, où on a un sentiment d'appartenance. Et c'est ça qu'on offre aussi aux enfants dans ces foyers, c'est d'avoir vraiment une maison avec un accueil chaleureux qu'on pourrait avoir comme chez soi. Ce toit, c'est pas juste du matériel, c'est aussi les fondations qui vont permettre à cet enfant justement de pouvoir se reconstruire dans un endroit sécurisant, où on va pouvoir répondre à ses besoins primaires. Tu parlais de nourriture, c'est vrai, ce sont des besoins primaires, mais on parle aussi de nourriture affective. Ces enfants, ils ont pour la plupart des troubles de l'attachement. Et nous, professionnels, on est là aussi pour réparer ça avec eux, essayer de leur donner des bases saines pour plus tard, en tant qu'adultes, pouvoir créer un lien sain avec les autres aussi. La sécurité, elle passe aussi dans le quotidien. Ces enfants, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de stabilité. Avec les plus jeunes, ça va être dans les petites routines du soir, l'histoire que va lui conter l'éducatrice familiale. Un enfant, le fait aussi de se savoir attendu, que quelqu'un l'attend, qu'il compte aussi, c'est important pour lui, pour son estime, de dire qu'il existe. Voilà. C'est presque des détails, on a l'impression, pour nous en tant qu'adultes, mais finalement pour les enfants c'est très important, ça leur permet de se sentir, tu disais, existant finalement. Oui, c'est peut-être un détail, et puisque pour la plupart des personnes c'est la normalité, mais chez ces enfants malheureusement pas. Leur passé, il est marqué par des périodes de rupture, des périodes d'abandon. Et tout ça va occasionner chez eux après des troubles au niveau du comportement, des troubles psychomoteurs, des troubles de l'attachement. Et c'est ça qu'on vient justement co-construire en équipe, chacun à son niveau, les éducateurs référents qui vont pouvoir construire un projet éducatif, les éducatrices familiales évidemment, qui sont vraiment le socle de cette fondation, qui vont leur donner toute l'affection dont ils ont besoin. On passe aussi par un regard un petit peu plus clinique avec notre psychologue qui va intervenir, parce que nous, on ne connaît pas l'histoire vraiment de cet enfant. Son attitude, elle parle. On sent qu'il y a un traumatisme, et on a besoin aussi
d'un regard un petit peu plus clinique justement pour nous aider à décoder qu'est-ce qui se passe chez l'enfant et pouvoir par la suite lui proposer des actions qui correspondent vraiment à ses besoins et au traumatisme dont il a pu vivre. Subir, oui. Finalement, ce qui est important dans tes propos, et Meyana, on va rebondir là-dessus ensemble, c'est avec tous les professionnels, que ce soit les médecins, les psychologues, les tuteurs, etc., il y a un soutien, certes, mais surtout une écoute, et c'est ça qui est le plus important. Oui, en fait, l'enfant qui arrive, l'enfant ou le jeune, on parle beaucoup d'enfants parce que ils arrivent parce qu'ils ont eu des carences énormes, sinon on les verrait pas chez nous. Ils ont eu des carences énormes, que ce soit affectives, mauvais traitements physiques, psychologiques, comme le disait Charlotte. Les carences sont énormes. Donc, réparer ou tenter de restructurer l'enfant, c'est vraiment un travail de longue haleine et un travail multidisciplinaire, avec des médecins, avec infirmiers, avec psychologues. Et puis, le quotidien de ces enfants, c'est les tatis ou les mamans SOS. Enfin, le quotidien, c'est le référent stable qui est là et qui écoute, qui entend et qui participe, qui sait ce qu'il y a à dire. Et on voit tellement de belles histoires dans ces fardeaux qu'ils nous apportent, ces enfants. On voit tellement de belles histoires. Tarounoui, c'est le foyer d'accueil d'urgence. Ils passent et ils ne grandissent pas à Tarounoui, tant mieux. Ils grandissent après à Village d'Enfants. Quand il y a des fratries, des frères, des sœurs, ils partent à Village d'Enfants. Et à Village d'Enfants, ils grandissent là-bas. Ils réussissent leurs études, leur vie personnelle ou pas. Vous savez, quand on a créé Tarounoui, Village d'Enfants SOS, qui a ouvert en 1995, eh bien, nous sommes les administrateurs, donc les bénévoles. On a connu cette structure avec tous les enfants qui sont passés. Il y a 11 maisons qui peuvent contenir chacune une fratrie, des fratries de 5, 6 enfants. Et quand on arrive, et ça vraiment, ça fait chaud au cœur, quand nous, administrateurs, on passe la douane et puis quand on se fait interpeller, coucou Mayana, ça va? Oui. Ah ben c'est vrai, elle était à Village d'Enfants, elle a réussi, elle est douanière. Ou c'est des femmes, beaucoup, ou gendarmette réussi. Enfin, vraiment, on se dit, on n'a vraiment pas perdu notre temps, on s'est engagé pour les sortir d'affaires. Ils sont sortis d'affaires, ils sont construits. Finalement, il y a un suivi aussi, j'ai l'impression, de la part de toutes ces structures. Alors, beaucoup à Village d'Enfants parce qu'ils grandissent. Jusqu'à la majorité, mais après la majorité, ceux qui veulent rester, ils restent pas forcément physiquement dans le village, mais le village d'enfants les accompagne pour des études, quand ils veulent faire des études supérieures, on les accompagne. On a même qui sont partis en France pour faire des études. Donc, à village d'enfants, c'est particulier. Dans les autres structures, Tarounoui, non, puisqu'ils font que passer, mais dans les autres structures telles que celles que l'on gère pour Emmaouta, par exemple, ce sont des adolescents qui sont placés, ou le foyer d'accueil éducatif Avia, des adolescents en perte de repères qui sont placés. Ceux-là sont accompagnés aussi jusqu'à l'âge auxquels ils doivent rester à la structure. Ils sont accompagnés. Avant d'arriver sur la suite, ce qui est important, c'est le mot carence, parfois carence affective, carence émotionnelle. Ça peut mener à une perte de confiance en soi ou une perte de confiance en l'autre. Est-ce que justement, de ce côté, Tina, le côté ludique de la saga, ça peut venir, entre guillemets, faire un effet thérapeutique pour ces enfants réapprendre à faire confiance à l'autre, quand par exemple, on a des activités en groupe? Oui, alors donc les activités en groupe, donc quand ils sont à la saga, donc la voile leur permet en fait de reprendre confiance en eux-mêmes avec différents enfants de différents âges, avec des personnes adultes aussi, donc qui sont à leur écoute et aussi qui donnent leur attention. Et aussi qui partagent leur savoir-faire aussi, donc à ces jeunes-là, donc aux enfants, aux jeunes. Il y a par exemple des jeunes ados que nous, l'école de voile d'Aroué, donc au titre durant la saga,
qui sont sortis de là sont des enfants qui étaient enfants saga, qui sont devenus aides-moniteurs et ensuite ont passé donc une formation de monitorat pour pouvoir être moniteurs de voile. Et aujourd'hui, à l'école de voile d'Aroué, nous avons une monitrice qui est à l'école de voile, qui travaille et qui est en contrat CDI chez nous depuis 2019 maintenant. Donc ça prouve bien qu'il y a vraiment un suivi via les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés de chaque foyer, venant de la part de la DSFE aussi, donc qui ont fait un très gros travail dessus, et aussi un travail commun en fait. C'est un travail vraiment commun entre nos intervenants aussi de la saga et les services sociaux. Et au-delà du suivi, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, c'est surtout cette reconstruction. En tant qu'adulte, parfois, on a l'impression que les enfants s'amusent juste, mais en s'amusant, que ce soit seul ou avec les autres, ils se reconstruisent avec parfois des bases difficiles, comme on le dit depuis tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc, ils se reconstruisent, ils voient autre chose au travers de ce qu'ils ont vécu. Hein. Donc, il n'y a pas que la voile aussi à la saga, il y a d'autres activités annexes. Hein. Donc, nous avons, par exemple, le tri des déchets, nous avons, comment ça s'appelle, la sensibilisation sur les coraux, donc les récifs coralliens. Nous avons aussi la MPF, la Maison de protection des familles, donc ils viennent sensibiliser donc nos jeunes sur les drogues, la violence, voilà, les réseaux sociaux effectivement, et d'autres activités annexes où il y a des mamans qui viennent partager leur savoir-faire sur le trissage, ça peut être le trissage ou faire du mon-œil aussi, par exemple. Voilà. Est-ce que justement on peut savoir comment s'organise la transition, Charlotte, par exemple, entre des enfants qui vivent des moments difficiles, qui vont passer par les différentes structures et finalement qui vont se diriger vers des solutions plus pérennes? Il y a un suivi, mais quel est-il concrètement? C'est-à-dire que vous restez en contact avec eux, même s'ils sont placés par exemple en famille ou même s'ils deviennent adultes par exemple? Oui, tout à fait. Hein. Ces enfants, ils ne sont pas lâchés dans la nature. On a déjà une assistante sociale qui est là à temps plein dans notre structure et qui, justement, va, dès la période de l'adolescence, commencer à accompagner ces jeunes vers un projet de sortie, un projet d'autonomie. Donc, ce projet-là, on le travaille sur plusieurs prismes. Ça va être par le biais d'une formation, d'un métier. Ça va être aussi un travail sur le logement, comment on trouve un logement, comment on entretient aussi un logement, comment on travaille les démarches administratives. Ces enfants, ils peuvent aussi avoir une aide financière du village par le biais d'un contrat de jeunes majeurs, même s'ils ne sont plus physiquement présents sur site. Ils ont aussi cette aide financière qui est possible s'il y a un réel projet derrière qui est construit avec l'enfant. On a dit, voilà, le travail d'équipe, il est essentiel. On travaille aussi avec les familles. Les enfants qu'on a, ce ne sont pas des orphelins. Ils ont des parents qui ont encore, pour la plupart, des droits parentaux. Et on essaye aussi de travailler avec eux parce que je pense que c'est important que dans notre prise en charge, on soit cohérent. Aussi bien les professionnels que les parents, il ne faut pas les oublier. Donc, on travaille aussi avec eux. Voilà, pour répondre au mieux aux besoins de ces enfants. Ce qui est bien dans ton discours, c'est que tu nous rappelles que finalement, il y a un suivi pour les enfants, mais il y en a, il ne faut pas oublier les parents. Ils sont suivis d'une certaine manière, ils sont accompagnés. Alors, je modère un peu tout ça, parce que quand un enfant est placé par la justice, est sorti donc du contexte familial par la justice, c'est que les raisons sont profondes. Il peut y avoir des raisons momentanées, c'est-à-dire un couple de parents qui se déchire, qui met en danger psychologiquement les enfants. Les enfants sont retirés momentanément le temps que les choses s'apaisent pour les préserver et faire en sorte qu'ils ne soient pas trop perturbés. Donc, il est évident que quand les choses s'apaisent avec les parents, les enfants retournent chez les parents une fois que les choses, soit la rupture, soit le divorce, mais tout est posé à ce moment-là et l'enfant ne craint plus rien, entre guillemets. Par contre, il y a des parents pour lesquels le retrait est pas définitif, mais les momentané. enfants, momentané, longue période. Longue période. Quand on a un village d'enfants
des enfants qui restent jusqu'à leur majorité, le momentané est long. Mais lorsque c'est possible, il y a un travail qui est fait avec les parents pour qu'il y ait des liens avec les enfants. Dans les autres foyers également, dans le centre d'accueil de l'enfance, enfin, dans nos foyers, on fait en sorte, lorsque c'est possible, que le lien se maintienne avec les parents dès lors où il y a l'acte judiciaire qui le permet et dès lors où les parents sont également disposés à le faire. Alors, ils sont toujours disposés à le faire, sauf qu'au moment où ils doivent venir, ils sont très souvent absents. Donc, il y a vraiment des grosses carences et l'enfant, tant que les carences existent, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la stabilité de la famille, des parentales, il n'y a pas de risque à prendre. On n'a pas à perturber plus les enfants que ça. Donc Bien oui, sûr. les liens doivent demeurer lorsque cela est possible. Parce que le retrait judiciaire, ce n'est pas anodin. Parfois, quand il y a une rupture familiale, les parents se rendent compte, bon, bien trop tard, mais se rendent compte de ce qui a pu se passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que ce soit les parents qui viennent vous voir pour vous demander une aide, un accompagnement, justement pour être de meilleurs parents sur l'avenir? Alors, les parents sont suivis. Lorsque c'est le cas, nous, on est vraiment en aval de tout ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a les parents qui sont signalés pour les enfants qui sont en carence. Donc, il y a les travailleurs sociaux qui interviennent, le système judiciaire qui se met en route, des placements qui se font. Hein. Donc, je parle de nos structures. Et nous sommes en aval de toute cette prise en charge. Donc, quand le magistrat, le juge des enfants ou le juge des enfants dit que l'enfant il peut y avoir des droits de visite des parents au foyer ou ailleurs, accompagné par une personne qualifiée, eh bien sûr que la demande, elle doit être entendue, elle doit être exercée. Mais les parents, lorsqu'ils se donnent du mal, parce qu'il y en a, il n'y a pas que des mauvais parents, il y a eu des parents qui sont dépassés à un moment donné, qui amènent que l'enfant est retiré, mais quand les parents se rendent compte, ou l'un des parents ou les parents se rendent compte que ça a été un peu trop loin, ou qu'il y a une prise en charge psychologique aussi des parents qui se fait, à ce moment-là, on voit qu'il y a une possibilité que les liens se resserrent avec les enfants. Et nous, pour nous, c'est une réussite quand ça se passe comme ça. Finalement, la plus grande réussite, Charlotte, c'est de voir ces enfants qui, une fois épanouis, réussissent à se construire une vie familiale, une vie professionnelle. C'est tout ce qu'on espère en tant que professionnel. Hein. Je pense que c'est le plus grand défi qu'on a ici au village. Et on a eu des réussites, ça c'est clair. Et parfois aussi, on a eu des échecs. Et c'est aussi de se dire que malheureusement, il y a des choses qui nous dépassent et il y a des choses aussi qui appartiennent à l'enfant et que malgré toute la bonne volonté des professionnels, on n'arrive pas toujours au bout de ce qu'on souhaiterait, mais globalement, vraiment, il y a un lien qui, en tout cas, existe entre ces enfants et les professionnels qui sont passés au village. C'est pas parce qu'ils sont sortis du village que le lien est perdu. On croise encore ces jeunes dans la rue. Il y a des liens d'attachement qui existent aussi avec leur éducatrice familiale, et ça, c'est quelque chose aussi de très positif. Ces enfants, la plupart construisent aussi un foyer et on espère que les bases qu'on a pu leur donner au village vont leur permettre à leur tour eux, de devenir des bons parents, parce que c'est, je pense, le plus grand défi pour eux quand on a eu cette histoire douloureuse dans son enfance. Et Tina, vous de votre côté, c'est de voir ces enfants qui parfois n'ont jamais mis les pieds sur un bateau, qui se transforment en petits navigateurs l'espace d'un événement. Ça aussi, c'est une petite victoire humaine finalement pour vous. Oui, c'est une victoire pour nous aussi, parce que parfois on a des années où des enfants qui n'ont jamais été aussi à la mer. Hein, donc ça c'est déjà arrivé. Ce sont des enfants qui habitent dans des vallées lointaines et qui sont isolés. Très isolés, donc n'ont pas les moyens aussi d'aller sur l'eau. Hein, donc alors qu'on vit dans un pays entouré d'eau, malheureusement, même moi, je ne pensais pas qu'il y avait des enfants qui ne savaient pas ce que c'est que la mer. Et donc la saga donne du bonheur, beaucoup de bonheur à ces enfants. Voilà, en fait, ils se sentent, comme je le disais tout à l'heure, en sécurité, confiance
Ils ont vraiment confiance en l'équipe qu'on a, parce qu'on a une belle équipe quand même à la Saga, entourée de moniteurs, de voiles et de monitrices aussi. Donc, ils sont entourés, ces enfants-là, d'une trentaine de personnes chaque semaine. Nous avons aussi donc des acteurs comme des infirmiers, des médecins aussi qui accompagnent ces enfants-là, des animateurs et aussi, bien sûr, la DSFE qui accompagne tous ces enfants chaque semaine, qui ont aussi une lourde tâche à effectuer chaque année pour la Saga, on le sait très bien. Hein. Donc, un grand merci quand même à la DSFE et tous ces travailleurs socio-éducateurs spécialisés qui accompagnent longuement ces enfants. Et ça nous permet de bien conclure finalement cette émission en rendant hommage à toutes ces structures, toutes ces institutions, toutes ces associations et toutes les personnes qui œuvrent au bonheur de nos enfants du Fénois. On va mettre le site de la saga-tahiti.com qui aura lieu dans pas très longtemps. Et puis surtout aussi le Facebook de SOS Village d'enfants. Merci d'ailleurs à vous toutes d'être venues représenter vos structures. Maruru Metei. C'est déjà la fin de notre émission, les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, hein, les 2 dernières émissions de la semaine et de la saison. Maururu itotatu faririra trahuma parhiana.